Quand on regarde les chiffres chinois, on voit que l'année 2020 a été une année particulièrement défavorable par rapport aux chiffres que l'on a connus précédemment. Ce qui peut rassurer les dirigeants chinois et le peuple chinois, c'est que les chiffres du monde entier sont très mauvais. Vous avez parlé donc des chiffres du FMI. Le FMI anticipe qu'en 2020, non seulement il n'y aura pas de croissance au niveau mondial, mais il y aura même une contraction de l'activité de 4,2%. Et moi qui suis européen, je suis obligé de me désoler du fait que les pays qui ont été les plus ébranlés par la crise de la Covid, ce sont 4 pays européens, la France, l'Italie, l'Espagne et plus particulièrement encore le Royaume-Uni. Alors, l'année prochaine, il est difficile d'anticiper ce que sera vraiment l'année prochaine. Si vous vous souvenez de ce qu'on disait à la même époque l'année dernière, on prévoyait une croissance de 5,9% pour la Chine et de 1,1% pour la France. La France a eu une contraction de son activité de 9,1%. Et la Chine, vous le rappeliez, une croissance de 1,8%. Donc, tant qu'on n'aura pas de certitude sur la façon dont va évoluer la pandémie, et surtout sur la façon dont les gouvernements vont répondre à cette pandémie, on sera obligé de faire des hypothèses relativement fragiles. Quoi qu'il en soit, 8% l'année prochaine, ça correspond à un phénomène de rebond. La croissance n'a pas été ce qu'elle aurait dû être en 2020, singulièrement dans le début de l'année, et donc vous avez un effet, ce qu'on appelle un effet de base, comme il y a une production qui était moins grande en 2020, en 2021, assez naturellement, le retour à la situation de 2019 va conduire aux perspectives de 2019 va conduire à un taux de croissance assez long. Ce qui est intéressant, c'est que le FMI et l'OCDE anticipent qu'après, à partir de 2022, la Chine va rentrer sur un trend de croissance qui sera plutôt vers 5%. C'est-à-dire que l'économie chinoise, après avoir été très forte dans son développement, avec des taux de croissance très élevés, 6% dans les années 2010, est en train effectivement de ralentir, comme toutes les économies qui atteignent ce stade à la fois de développement et de maturité. Alors si on fait le bilan de ce qui s'est passé en 2020, on voit bien d'abord que l'expression consistant à assimiler ce qui s'est passé, une sorte de guerre, de contraction de l'activité économique par un phénomène exceptionnel du type militaire, ne sont pas tout à fait pertinents. Ce qui s'est passé, c'est que effectivement, on a empêché les gens de travailler avec les procédures de confinement. En Chine, dès le mois de février, on a commencé à confiner une partie de la population. Et donc, on a empêché les gens de travailler. Dès qu'on laisse les gens retravailler, à partir de ce moment-là, comme le capital n'a pas été détruit, à la différence de ce qui se passe pendant une guerre, eh bien, les capacités de rebond sont immédiatement mobilisables. Dès que les gens rentrent dans les usines, ils peuvent se remettre à travailler. Néanmoins, il y a quelques secteurs qui ont été durablement touchés par cette crise. D'abord, clairement, c'est le secteur des transports et des transports des hommes. C'est-à-dire, on va avoir beaucoup moins voyagé, il y a encore des restrictions au déplacement. Tout ce qui est touristique et tout ce qui est lié au tourisme, comme le transport aérien, va effectivement continuer à souffrir. Il faut se souvenir qu'en 2019, le monde entier a fêté le 100e anniversaire du premier vol commercial aérien. C'était un vol entre Paris et Londres. Et donc, l'Institut, enfin l'IATA, qui est l'institut qui gère les transports aériens, avait annoncé qu'entre 2020 et 2030, on pouvait avoir une augmentation d'environ 50% du transport aérien et un doublement à l'horizon de 2050. Là, ces perspectives ne sont plus du tout d'actualité. C'est-à-dire que tous ces secteurs qui gravitent autour du déplacement, du tourisme, de tout ce qui est lié au contact humain vont continuer à souffrir en 2021-2022. Il est évident que l'économie chinoise étant la deuxième économie mondiale, elle a un effet d'entraînement sur le reste des économies. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on regarde la répartition géographique à la fois des conséquences de la maladie et des capacités de rebond et de reprise, on s'aperçoit qu'en plus, la Chine est dans un environnement assez favorable. L'Asie s'est plutôt assez bien comportée. Le pays le deuxième pays qui s'est le mieux comporté face à la pandémie en termes économiques, c'est la Corée, qui est le pays voisin et donc partenaire de la Chine. Et puis l'Indonésie aussi a eu une contraction de l'activité économique moins importante. Donc la Chine à la fois va entraîner le reste du monde et qui plus est, le monde autour de la Chine, l'environnement immédiat de la Chine sera porteur de croissance. Il y a deux éléments quand même qui vont jouer. Le premier élément, c'est qu'on assiste de nouveau, ce qu'on n'avait pas connu depuis un certain temps, à une baisse assez rapide et assez marquée du dollar par rapport aux autres devises. Et donc la question qui se pose, c'est comment va se comporter le commerce international, comment le commerce international va réagir à cette stratégie manifeste des États-Unis d'essayer de compenser
leur perte de commerce extérieur, leur perte de débouchés par une baisse de leur monnaie. Et puis le deuxième élément, c'est que le prix du pétrole s'est remis à augmenter. Et donc, on le voit bien dans les pays qui sont les pays qui en ce moment dégagent des excédents extérieurs, où la croissance est relativement forte, mais on retrouve les pays pétroliers comme la Russie ou l'Arabie saoudite, et accessoirement les États-Unis. Et donc, pour la Chine, qui est quand même très dépendante du pétrole, du charbon et de tout le mix énergétique, des enjeux, ça va être l'évolution du prix de l'énergie à court terme.